Aujourd'hui, on aurait peut-être aimé entendre votre autorité morale, les membres phares de votre famille politique s'exprimer encore plus, comme si vous compreniez un peu la guerre du M23, comme si vous acceptiez la main du Rwanda, parce que dans une injustice, dans une guerre, celui qui se tait participe peut-être aussi du jeu de l'ennemi. Je le sais que non. Joseph Kabila ne gère pas les pays aujourd'hui. Ceux qui gèrent les pays sont ceux qui ont été élus par les Congolais et qui ont des comptes à rendre aux Congolais. Et l'FCC aujourd'hui n'a pas de compte à rendre, l'FCC ne gère pas les pays. Mais qu'à cela ne tienne, qui avait soutenu les régimes Kabila lorsqu'on avait des problèmes sécuritaires dans le pays? N'est-ce pas qu'ils disaient, nous n'allons pas les faire comme eux parce que nous continuons. Moi, j'ai toujours dénoncé, même au Parlement, personnellement, individuellement. J'espère que j'ai à les faire à plusieurs reprises, dans vos antennes et partout, ainsi de suite. Mais hier, on nous disait que nous étions des mèches avec les agresseurs. Hier, on disait que Joseph Kabila travaillait avec Kagame. Hier, on disait que le régime Kabila, c'était le régime qui favorisait l'insécurité à l'est du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez de Kabila? Qu'est-ce que Kabila doit faire? Parce que c'est pas Kabila qui gère le pays. Peut-être de son expérience. Peut-être de son expérience, de ses idées, de ses conseils. Bien évidemment. Et personne n'a approché Joseph Kabila jusqu'à la preuve du contraire. Personne n'a approché Joseph Kabila. Personne n'est parti lui poser la question de savoir comment... Personne de ces régimes. Personne de ces régimes. Et moi, je pense qu'il faut laisser Joseph Kabila tranquille. Et je pense que ces moments, Dieu l'avait prévu pour que les Congolais puissent voir exactement c'est quoi l'homme congolais. Parce que hier, les gens critiquaient beaucoup, les gens insultaient Kabila, les gens faisaient tout ce qu'il faisait, mais aujourd'hui, tout le monde commence à nous donner raison et nous dire qu'avec Kabila, c'était mieux. Avec 4 milliards, on avait réussi à faire chasser les M23. Nous étions partis aux négociations à Kampala. Et c'est là où je voulais citer sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale demande à Kinshasa de pouvoir dialoguer avec le M23 ou les agresseurs en général, ainsi de suite. Il devrait? J'arrive. En gestion des conflits, je parle en qualité de diplomate. Loin de moi, une personnalité politique en République du Congo. Lorsqu'il s'agit de la gestion des conflits, il faut mettre en place plusieurs stratégies. Et lorsqu'on met plusieurs stratégies en place, on ne garde pas les statu quo. Et au même moment, on ne garde pas une position en sachant que nous sommes en position de faiblesse et nous gardons cette position qui ne nous aide pas à arriver. Bonne et mauvaise, je m'explique. Pourquoi les dialogues? Les dialogues, lorsque vous êtes en position de force, ce n'est pas une bonne option. Mais lorsque vous êtes en position de faiblesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez garder votre position? Pour gagner quoi? Parce que nous, lorsque nous étions allés négocier avec les M23 Kampala, moi-même je faisais partie de l'équipe gouvernementale où on a eu à négocier sous l'égide de l'Ouganda avec le ministre de la Défense Kiyonga à l'époque, je me rappelle très bien, avec le ministre Chibanda, ministre des Affaires étrangères à l'époque, nous étions à Kampala. On négociait avec les M23. À un moment donné, les négociations ne marchaient plus. Nous étions obligés de quitter Kampala pour revenir à Kinshasa. Et lorsque nous étions revenus, on nous a encore appelés à Kampala. Nous étions rentrés à Kampala. Et après, lorsque les négociations ne produisaient pas de fruits, nous étions obligés de revenir et mettre des stratégies en place pour battre les M23. Donc, même en négociant, nous pouvons toujours travailler en interne, mettre des stratégies en place, nous préparer au cas où ça ne marchait pas au niveau des négociations, nous allons venir les battre et les chasser hors notre territoire national. Mais si aujourd'hui, nous nous disons que nous gardons cette position et continuons à récupérer le territoire, continuons à récupérer des villages à l'est du pays. Aujourd'hui, la paix est restée orpheline à l'est du pays. Le peuple, la population de l'est a déjà perdu l'espoir concernant le régime de Kinshasa ou concernant le pouvoir de Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas rester là dans les dénonciations au moment où les agresseurs disent ce qu'ils vont faire et ils le font. Et nous restons dans les dénonciations, nous restons dans les déclarations et parfois des discours vides et ne passons pas à l'acte. Et vous pensez qu'en refusant tout ce qu'on nous propose là, y compris à l'international,
nous allons trouver des solutions pour les problèmes de l'Est. C'est parce que cette souffrance de l'Est n'a pas encore touché Kinshasa. Le jour que ça touchera Kinshasa, les gens comprendront. Mais moi, qui a des familles à l'Est du pays, cette souffrance qui nous touche directement et indirectement, nous savons ce qu'ils sont en train de traverser. Et nous savons qu'est-ce qui est leur peine, ainsi de suite. Donc du coup, moi je pense que Kinshasa ne doit pas rester dans l'orgueil. Kinshasa doit devoir avoir un peu la flexibilité dans le sens de pouvoir résoudre ces conflits, aller sur plusieurs stratégies. Au même moment, ça ne signifie pas dès que vous acceptez les dialogues et que directement vous abandonnez aussi autre chose que vous êtes censé faire. Nous avons le droit de protéger notre territoire national. Même quand nous... Et l'armée doit toujours rester en alerte. C'est pas cela veut dire que parce que nous allons négocier et du coup, il faudrait que l'armée baisse les bras. Non, pas du tout. Moi, je pense que nous devons travailler sur l'armée congolaise, qui est notre seule issue. Moi, je pense, parce qu'on a tout essayé. Et aujourd'hui, éviter de politiser l'armée, qui doit rester, à mon humble avis, républicaine. L'armée ne doit pas avoir des couleurs politiques. L'armée doit rester au service de la nation congolaise, chercher la cohésion au sein de l'armée, chercher l'unité au sein de l'armée. Il n'y a pas l'armée de Mobutu, il n'y a pas l'armée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas l'armée de Joseph Kabila, il n'y a pas l'armée de Félix Antoine Tshisekedi, il y a l'armée de la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il faut prendre cette armée, et c'est comme ça qu'il faut investir dans cette armée et mettre tout le monde au travail sans pour autant discriminer les uns contre les autres. Ça, c'est pour le volet diplomatique et sécuritaire. Parlons maintenant économique et social. Un nouveau gouvernement. Déjà, même si vous avez annoncé la couleur tout à l'heure, comment vous avez accueilli la nomination d'une femme à la tête, c'est une première, de l'exécutif. Pour la première fois, le Congo a une femme première ministre. Bon, en qualité de femme, soyons quand même élégante avec une femme. Hein. En qualité de femme, c'est une chose que nous apprécions parce que ça balise le chemin pour les femmes qui aspirent à des autres fonctions ou positions dans notre pays, et ça prépare également notre société à pouvoir accepter le leadership féminin à tous les niveaux. Mais je pense simplement que les Congolais ont besoin de plus que ça. Et au même moment, ce n'est pas un problème d'individu ou de la personne, de Madame Souminois, mais c'est plutôt le système dans lequel elle se trouve. Un système qui ne peut pas la permettre de pouvoir faire les choses de manière correcte ni de réussir son programme. Pour revenir sur le programme de 92 milliards pour le budget quinquennal, j'aimerais d'abord encore rappeler ici qu'il ne s'agit pas d'un budget quinquennal ou d'un budget de 5 ans. Nous devons parler des 3 ans, M. Lusakoun. 5 ans n'existent plus. 2024 étant vers sa fin, je l'ai dit ici, et 2028, l'année dernière, la dernière année du mandat, c'est une année qui est consacrée aux élections. Donc toutes les institutions vont se focaliser sur les élections. Donc ce gouvernement n'a que 3 ans. Mais le pays continuera de tourner. Oui, hein. Ce gouvernement, M. Lusakoun, n'a que 3 ans. Ils n'ont que 3 ans pour travailler. Pour revenir sur les 92 milliards, j'aimerais ici d'abord rappeler que le problème ne se situe pas au niveau du montant qu'il faut mobiliser. Ils disent qu'ils envisagent mobiliser 92 milliards. Envisager, c'est une chose. Réaliser en est également une autre chose. En 2022, si je ne me trompe pas, ils étaient venus au Parlement, triomphalisme et consorts, qu'ils allaient mobiliser 14 milliards de dollars. Et nous, moi-même, je n'étais pas d'accord avec parce que je savais que c'était des chiffres. Des chiffres et c'était juste des propositions qui n'allaient pas aboutir. À la fin de l'année, ils nous présentent 9 milliards sur les 14 milliards. Ça, c'était la fin de l'année 2023, si je ne me trompe pas. Et au-delà de ça, ils nous parlent de 92 milliards. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau de la gestion. Vous pouvez mobiliser moins et, avec une gestion rigoureuse, faire plus.